Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM. Bonjour amis auditeurs. Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, vient de publier un document intitulé « Les attentats islamistes dans le monde, 1979-2019 ». À partir d'une base de données mondiale compilée aux États-Unis, un travail de fourmi a été réalisé pour non seulement lister des événements et donner des tableaux de chiffres, mais réellement disséquer chaque attentat. Date, localisation, type d'attaque, auteur, cible, tout ceci a ensuite été exploité pour donner une vision à la fois statistique et dynamique. Un récit historique vient éclairer les événements au-delà de notre mémoire des attentats proches ou particulièrement meurtriers. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir comme invité le directeur général de Fondapol. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Jean Corcos. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par la chronologie. Vous partez de l'année 1979. En quoi a-t-elle été fondatrice ? Alors, on a considéré que 1979, en raison d'une série d'événements historiques, était fondatrice. L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, qui va donner naissance, je vais vite, à un djihadisme nouveau. La révolution iranienne, bien sûr. La prise d'otages à la grande mosquée de la Mecque. La transformation du mouvement palestinien d'une espèce de nationalisme à une islamisation. Il y a toute une série de facteurs qui sont d'ailleurs consignés par les spécialistes du monde arabo-musulman sur lesquels nous nous appuyons aussi. Parfait. Alors, votre étude s'articule en 3 phases. Il y a 1979-2000, puis à partir du 11 septembre 2001 jusqu'à 2012, et ensuite 2012-2019. Et on constate une progression régulière, à la fois en nombre d'attentats et en nombre de victimes. Par période, on passe de 7 000 tués, et puis ensuite à 38 000 pour la deuxième période, et 122 000 pour la troisième période. Donc il y a eu à la fois une mondialisation et une montée en puissance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, vous avez bien résumé. En fait, le terrorisme djihadiste, à partir du foyer afghan, c'est aspirer des djihadistes du monde entier, principalement de la zone arabo-musulmane, mais de tous les pays, puis les a projetés ensuite dans une série de réseaux qui sont, ou d'organisations qui sont bien connus, et c'est structuré en se diffusant pour monter en puissance d'une façon très impressionnante au cours de la période. C'est pour ça que nous avons fait ces séquences, mais en accompagnant et en se logeant, en se lovant dans des transformations du monde. Je donne un exemple. Il est clair que le djihadisme islamiste a tiré bénéfice de la globalisation, du numérique, des réseaux sociaux, d'Internet. C'est spectaculaire de voir cela. Quand on fait, comme nous l'avons fait, une analyse chronologique, année par année, pays par pays, on voit clairement qu'il y a une nouvelle dimension. Et comme vous l'avez très bien dit, on voit 3 séquences qui apparaissent. Et ce que moi, je n'aurais pas dit avant de commencer cette étude, c'est une chose que j'ai vraiment apprise, c'est que la phase la plus violente, nous y sommes, en effet, depuis 2013. Et depuis 2013, ça, je tiens à le souligner, c'est depuis 2013 que dans le monde, les personnes qui meurent dans un attentat meurent majoritairement, les 2/3, dans un attentat islamiste. Ce qui n'était pas le cas avant 2012, où on pouvait mourir dans un attentat autre. C'est aujourd'hui la cause principale pour ceux qui meurent dans un attentat, la cause islamiste. Très bien. Alors, l'étude donc montre que 90% des attentats islamistes ont eu lieu dans des pays musulmans, l'Afghanistan et l'Irak étant en tête de ce sinistre classement, avec environ la moitié de toutes les victimes. Ce sont donc les 2 pays où les Américains se sont engagés et ont échoué dans leur guerre contre le terrorisme. Seulement, à la suite de ce classement, on trouve la Somalie, le Nigeria, le Pakistan, et là, il n'y a pas eu du tout d'intervention occidentale. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Ça, c'est une remarque très importante. On ne peut pas expliquer l'explosion du djihadisme terroriste par le fait soviétique,
ou par l'interventionnisme américain. Ce sont des facteurs qui jouent, bien sûr. Hein. Et l'un et l'autre, les États-Unis comme la Russie, seront d'ailleurs victimes du terrorisme djihadiste. Les États-Unis ayant, avec le 11 septembre, connu l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire des attentats connus à ce jour. Mais ce que l'on voit bien avec Boko Haram ou l'africanisation du djihadisme, qui d'ailleurs prend en ce moment un tour encore plus marqué, c'est qu'il y a une espèce d'autonomisation de la diffusion du djihadisme. Ça n'est plus une détermination liée à une guerre, une intervention, une occupation, une présence, etc. Et d'ailleurs, les pays qui sont touchés, les pays non arabes, non musulmans qui sont touchés, sont parfois des pays qui n'ont aucun rapport avec cette histoire-là. Si on pense à la Suède, si on pense au Danemark, etc. Donc, il y a là véritablement un processus et que nous observons vraiment depuis 2001 et encore plus depuis 2012, un processus d'autonomisation de la croissance du terrorisme djihadiste. Alors, j'ai relevé aussi que 42% des victimes étaient des militaires et des policiers. C'est intéressant de le dire parce que en Europe, en France en particulier, on pense aux civils d'abord, hein, comme victimes, et c'est pas tout à fait le cas. Et il y a eu, bon, dans votre statistique, 28% de civils victimes. Mais alors, on peut se poser la question, quelle était la stratégie dominante pour ces organisations terroristes? Parce que si c'était tuer des militaires et des policiers, c'est plutôt occuper des territoires. Si c'est tuer des civils, c'est plutôt terroriser les populations. Ou alors, est-ce que le but, c'est de toute façon frapper les médias, voilà, de la façon la plus meurtrière? Clairement, Jean Corcos, clairement, le but est de déstabiliser les sociétés, de semer la terreur, de semer le trouble, de fragiliser les sociétés démocratiques, ça c'est un objectif qui est écrit, de fragiliser les sociétés démocratiques, de les obliger à se protéger, se surveiller, etc., avec tous les systèmes que nous connaissons aujourd'hui, de se policier énormément, au sens de la police. Le fait qu'il y ait, faut faire attention, parce que le fait qu'il y ait des victimes nombreuses parmi les policiers et les militaires veut dire aussi qu'on attaque des sites protégés, ou que des policiers et des militaires sont engagés dans des interventions de défense. Typiquement, ce qui s'est passé autour du 13 novembre, hein, il y a eu ce genre de situation. Et puis, il y a aussi des objectifs, effectivement, qui sont clairement des ambassades, des établissements publics, voilà. Mais on voit bien que c'est une stratégie de terreur, au sens propre, notamment par l'apparition, qui est une nouveauté de l'attentat suicide, qui est une nouveauté et qui s'est propagée, que l'on doit à Boko Haram, à Al-Qaïda, et qui s'est propagée et qui fait que nous avons de plus en plus de morts par attentat, puisqu'on a fait aussi ce calcul qui apparaît un peu sinistre, mais qui est nécessaire. Il y a de plus en plus de morts par attentat, parce que ce sont des bombes, et des bombes qui explosent là où personne ne s'y attend. Et votre étude, d'ailleurs, donne un éclairage historique, c'est-à-dire les premières personnes qui ont porté des charges explosives, c'était des chiites au cours de la guerre Iran-Irak, y compris des jeunes enfants. Et ensuite, c'est le Hamas palestinien qui a popularisé en quelque sorte cette technique. Et vous avez... Et Boko Haram, ça en est largement inspiré. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Moi, j'ai noté au début de l'étude une véritable liste à l'après-vert, hein, de dizaines d'organisations terroristes recensées avec des noms différents. Alors, il y en a qui sont des franchisés d'Al-Qaïda puis de l'État islamique, il y en a qui sont totalement indépendants. Et bon, vous donnez quand même deux éléments, facteurs communs. Pourquoi on les identifie comme islamistes? Parce qu'ils veulent imposer la charia comme loi de l'État et restaurer un califat. Seulement, il y a aussi la motivation nationaliste. Et on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas un facteur dominant? On vient de parler du Hamas palestinien. Est-ce que le facteur dominant, c'est pas nationaliste, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël? Si on considère l'Asie, oubliée, hein, très souvent en France en particulier, avec les séparatistes en Inde, est-ce que c'est pas l'élément dominant? Alors, bon, ça c'est une question qui est difficile à trancher. Il me semble que la caractéristique de la période, et ce que montre aussi notre étude, c'est ce que j'appellerais moi plutôt une islamisation de la cause nationaliste, ouais. Y compris d'ailleurs dans le projet de faire disparaître Israël. Hein. Bien sûr, il y a derrière un projet de type nationaliste, mais on peut très bien ranger ce projet dans le grand projet supérieur de faire triompher par
partout sur Terre, la charia. Il y a un document qui est célèbre, que nous rappelons dans notre travail, qui a été publié en 2004, l'administration du chaos, qui est ce terrible texte rédigé par les organisateurs d'Al-Qaïda et les terroristes d'Al-Qaïda, et qui dit noir sur blanc que le projet c'est celui-là. On voit bien qu'il s'agit de globaliser, reglobaliser le monde, de l'islamiser, d'instituer le pouvoir de la charia et pour y parvenir par la violence et la terreur de déstabiliser les sociétés mondiales. Et cette déstabilisation, nous l'avons vécue en France. Je dois dire aussi que cette étude mentionne bien, il y a à peu près 280 tués dans notre pays. La plus grande vague, donc, depuis l'apparition de l'État islamique. La France est le pays qui a été le plus touché en Europe par ce terrorisme qui avait déjà frappé il y a longtemps, puisqu'il y avait l'onde de choc de la guerre civile en Algérie aussi. Il y aurait énormément de questions à vous poser, Dominique Régnier, qu'on n'a pas eu le temps de poser. L'identification des victimes, il y avait combien de chiites tués par des sunnites, ou l'inverse, combien de chrétiens aussi qui ont été massacrés, en particulier en Afrique. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler à nouveau. Je voudrais présenter encore une fois à l'écran cette étude, dire qu'on peut la télécharger gratuitement sur le site de Fondapol. Oui, et que la base de données avec les 33 769 attentats est également librement accessible. Extraordinaire pour vraiment les spécialistes et les chercheurs. Merci Dominique Régnier d'avoir accepté donc notre invitation. Amis auditeurs, je vous invite encore une fois à prendre connaissance de cette étude qui a énormément d'illustrations, de tableaux, de courbes. Ça donne vraiment une vision dynamique de cette histoire tragique que nous vivons tous depuis maintenant assez longtemps. Merci et à dans 15 jours. Au revoir. Une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM.